Parlons politique, plus politique politicienne. Est-ce que vous êtes encore Union Sacrée? Si oui, comment avez-vous vécu tous les revers de votre parti, le MLC, élections dans les parlements, nomination ou avec peut-être la FDC, le MLC a beaucoup dit ou s'est beaucoup senti comme le parent pauvre de l'élection présidentielle. Oui, bon, je ne vais pas revenir sur le passé, mais tout le monde n'a pas joué franc jeu. Ça, c'est clair. Là-dessus, je ne citerai pas de nom, ni de parti, ni de personne. Je pense que tout le monde sait exactement ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Cela dit, il faut regarder l'intérêt général au niveau du pays. Là-dessus, c'est ce que je dis au niveau du parti. Il faut regarder l'avant. Maintenant, il y a tous les postes au niveau des bureaux, tant de l'Assemblée qu'au niveau de... Les personnes sont là et elles vont faire leur travail. Là-dessus, il y a des commissions qui ont pu, au niveau du parti, être responsabilisées. Je pense que on ne peut pas tous être président, je veux dire, de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou vice-président. Nous espérons que le travail va se faire, c'est ce que nous souhaitons. L'union sacrée, elle existe là-dessus. Il y a bien sûr, comme dans toute famille, il peut y avoir des tiraillements, mais ça existe. L'union sacrée existe. Et nous devons tout faire pour continuer à faire exister l'union sacrée. Oui, le MLC je voulais savoir pourquoi le MLC a rejoint l'Union sacrée. Est-ce justement pour le poste, vous faites allusion, ou c'est vous partagez réellement les mêmes visions? Mais est-ce que vous savez, vous savez ce qu'est l'Union sacrée? Et vous savez comment est née l'Union sacrée? Dites-nous. Dites-nous. Vous savez que l'Union sacrée, c'est une initiative, à un moment donné, du chef de l'État. Lorsqu'il a appelé des leaders politiques, certains leaders politiques, qui les a reçus et qui a conversé avec lui et qui lui a donné une nouvelle vision qu'il avait au niveau de l'organisation politique dans ce pays. J'ai été appelé. J'étais à Guémena, il m'a fait venir. Et nous avons parlé longuement. Il a parlé longuement également avec d'autres leaders aussi. Il a fait un discours, je crois que c'était le 10 décembre, là-dessus, pour changer les choses, pour faire la rupture avec ce qu'était le cash FCC. Et si vous vous souvenez de ce discours du 10 décembre 2020? Oui, exact. Ça correspondait, mais vraiment, à la vision que nous avions de ce pays. Si on reprend ce discours là-dessus. Et c'est pour ça que, en tout cas, nous avons adhéré avec le MLC, j'ai adhéré avec le MLC, dans cette vision qu'il avait. Et ensuite, il a fallu construire l'Union sacrée. Le président s'est mis en place. On a fait des réunions avec l'ensemble des membres qui ont adhéré au niveau de l'Union sacrée. Et on a préparé les élections au niveau de l'Union sacrée, bien sûr présidentielle, les législatives, les provinciales, là-dessus. Une nouvelle, avant ça, d'abord, une nouvelle assemblée, une majorité au niveau de l'Assemblée nationale a été constituée, également au niveau du Sénat aussi. Il y a des acteurs qui ont été changés au niveau des bureaux. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que, parce que le bilan de l'Union sacrée, ce sera aussi votre bilan? Oui, mais ce sera le bilan de tout le monde. Mais vous assumez le bilan aujourd'hui? Mais oui, mais tu sais, le problème, c'est que j'assume, et je veux vous dire que tout le monde veut voir, et je veux y aller maintenant. Tout le monde veut voir le négatif de ce qui se passe. Le premier mandat du chef de l'État, qui a commencé avec le FCC Cash, et c'est terminé de la manière dont vous connaissez. Et pourquoi lui-même, le chef de l'État, dit ça ne peut plus continuer là-dessus. Mais prenons maintenant dans les réalisations de ce pays. En 5 ans, le budget de l'État est passé de 5 à 16 milliards de dollars. 3 fois. Est-ce que beaucoup de pays peuvent se vanter d'augmenter le budget? Deuxièmement, le chef de l'État a décidé de pouvoir mettre en place la gratuité au niveau primaire. Ce sont des enfants, et ça nous l'avons vu parce que j'ai sillonné pour les élections plus de 33 localités.
Et j'ai eu l'occasion de poser la question. Si la gratuité au niveau des frais, au niveau primaire, est effective, et c'est effectif, qui est le président de la République dans ce pays qui a pu mettre ça en place, qui a pu faire bénéficier les enfants de la gratuité au niveau primaire des frais? Là-dessus. La couverture santé universelle. Pas encore appliquée. Ah, si. Moi, en tout cas... Pour l'accouchement. Bon. Non, là, je parle de l'accouchement. Ah, pour l'accouchement. C'est ça, oui, vous m'avez stoppé. Je parle de l'accouchement. Okay. Oui, mais quand même. Les mamans aujourd'hui peuvent accoucher là-dessus, gratuitement. À Kinshasa, pas partout non plus. Hein. Je vous dis que j'ai été dans les territoires et j'ai chaque fois posé la question. À Gemena, c'est gratuit? J'ai posé la question, à Gemena, c'est gratuit. Là-dessus. J'ai fait pratiquement tous les territoires du niveau de l'Équateur. J'ai été jusqu'à Mahagi, jusqu'à Bunia. On s'est arrêté du côté de Inongo, au niveau de Maindombe, au niveau de Nyoki que nous avons fait. Nous avons fait Kiri également. Nous avons posé la question systématiquement. Le programme des 145 territoires. Réalisé à 30% selon la première ministre. Très bien. Réalisé à 30%. Savez-vous combien d'édifices scolaires, sanitaires ou administratifs ont été construits? 731. 731. Ça veut dire 414 écoles primaires ont été construites. 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs. Qui est le président qui a réalisé ça dans ce pays? Il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a encore qui ça? Il y a encore beaucoup à faire. Non, mais madame, j'ai même pas fini. C'est comme si vous me disiez que j'ai dit que c'est terminé, le président a terminé. J'ai dit non. Ça veut dire que ça a été fait et c'est en train d'être fait. Là, j'ai eu le privilège d'accompagner le président du côté de... oui, mais avant ça, nous étions du côté de Kalemi. On a été visiter un hôpital à 30 km de Kalemi. Et le président a tenu y aller personnellement. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si ça a été bien rendu. Dans cette localité-là, dont le nom maintenant m'échappe, mais on peut retrouver ça. On a vu les images. Les femmes devaient faire 30 km. Et la route, je vous dis, on a fait la route. Elle est terrible, exécrable. La route en terre, là, qu'on a fait. Eh bien, cette même route-là, les femmes devaient faire ça à pied pour aller accoucher à Kalemi. Et souvent, elles accouchaient en plein milieu de la route. Vous aviez un bras cassé, une appendice, vous deviez faire ça et vous pouviez même y laisser même votre vie souvent. Aujourd'hui, ces populations, vous pouvez voir dans leurs yeux la reconnaissance qu'elles avaient vis-à-vis du président. De dire qu'ils ont un plateau là, et selon le ministre de la Santé qui était là aussi, qui est encore plus performant, je veux dire, qu'à Kalemi. Et ça, c'est les choses que les gens ne parlent pas. On préfère critiquer et insulter le président, tant par des politiciens en costume qu'en robe. Et je trouve que là, il faut à un moment donné qu'on se dise les vérités. On ne peut pas continuer comme ça à manipuler la population, à mentir à la population. Des choses se font. C'est vrai que c'est un grand pays. C'est vrai que ce n'est pas 414 écoles qui doivent suffire. C'est vrai que ce n'est pas 269 centres de santé. C'est vrai. Mais ça continue à se faire et ça va continuer à se faire. Vous avez parlé d'Europe, tous les signaux ne sont pas en rouge? Au niveau du Congo, la RDC, pour parler des hommes en robe, est un pays en faillite, n'est pas un pays en faillite? Ce n'est pas un pays qui est en faillite. Loin de là. Le travail qu'il est en train de faire pour relancer, pour remettre à niveau. Regardez aujourd'hui le travail qui a été fait pour pouvoir, avec les 6 communes, 6 milliards de dollars qui a pu être remis au niveau du crédit pour la RDC, principalement pour la construction des infrastructures. 6 milliards de dollars. C'est un travail qui a été fait. L'ancien, je veux dire, régime, bon, je ne sais pas comment ils avaient géré, je veux dire, ce contrat chinois, mais ça a été remis en route. Voilà, beaucoup de gens pensent que Jean-Pierre Bemba a beaucoup changé. Ce n'est pas le Jean-Pierre Bemba que nous avions connu à l'époque. Il a perdu un tout petit peu de son agressivité, de son charisme, parce qu'il encaisse tout.
Il encaisse tout, il justifie tout. On peut lui prendre même le pain à la bouche, il laisse faire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un début des pré-retraites? Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas laisser passer quelque chose qui ne lui plaisait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand vous entendez cela, on dit que vous avez beaucoup changé. Vous n'êtes plus aussi agressif. Mais ça, c'est vous qui le dites. Vous justifiez énormément votre alliance, quand bien même ils ne sont pas loyaux avec vous, réglo avec vous. Écoutez, pourquoi une petite colère sur la table peut arranger les choses? Écoutez, je ne veux pas vous dire les rapports que j'ai dans le Présidium, avec les autres membres et avec le chef de l'État qui est le président du Présidium. Je connais sa pensée, je sais ce qu'il dit et je sais ce qui se fait. Donc, comme je vous dis, le plus important, c'est que les institutions sont en place là-dessus et que nous y allons et que le programme du gouvernement puisse être mis en place. Ça, c'est le plus important. Maintenant, vous croyez qu'on peut me prendre le pain de la bouche, alors je crois que vous me connaissez mal. Mais alors, vous reconnaissez que vous êtes beaucoup plus calme qu'avant. Vous me connaissiez peut-être. Vous allez me dire comment j'étais alors. Le chairman. Mais vous allez me dire comment j'étais. Alors, de plus d'ambition. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Bemba n'a plus cette ambition, par exemple, que candidat 2028? Mais d'abord, c'est une décision qui doit être prise à un moment donné. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2024, vous pouvez savoir en 2028 comment vous allez prendre votre décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois que là, je suis vice-premier ministre chargé des transports, communication et des encadrements. Vous avez parlé toute une série ici de dossiers qui sont sur la table. Je pense que c'est ça qui m'occupe. Et je veux réussir dans ces dossiers-là. C'est la chose qui m'occupe pour l'instant. Qu'on vous attaque par vos alliés, qu'on vous prenne ce que vous avez en même temps légitimement gagné, vous avez développé une résilience au choc. Non, c'est pas. C'est étonnant quand même. Je ne pense pas que vous devez. Bon, c'est une perception. Ça fait longtemps que je vous ai vu. Hein. Oui. La dernière fois qu'on a fait l'émission, il y a 15 ans maintenant. Oui, voilà. Donc. Mais moi, il y a 15 ans, on était dans un autre contexte là-dessus. Je vous suis quand même. On était dans un autre contexte là-dessus. On sortait, je veux dire, de 5 ans de guerre. On était en face des ennemis qu'on combattait hier, et on était très vigilants. Oui. Aujourd'hui, on est en face, je veux dire, de personnes qui sont civilisées. Bien sûr, il y a des choses qu'on pourrait parler, mais c'est pas ici le lieu de parler. Nous parlons ça, je veux dire, dans la famille, et nous en parlons ouvertement. Et je peux vous dire qu'avec les personnes du Présidium, si vous leur demandez, il m'arrive de ne pas être tendre. Le Présidium existe toujours, hein? Oui, bien sûr. Toujours avec l'ancien président de l'Assemblée qui est deuxième vice-président. Rien qui a changé. L'ancien président du Sénat qui est deuxième vice-président du Sénat. Le nouveau président... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ajoutés. Hein. Non. Madame Souminoua est dans le Présidium maintenant, comme Premier ministre? Non, ça n'a pas changé, le président. Celui qui est là-bas. Je reviens à ma question. Vous ne l'avez pas pris peut-être... de mon entendement, du bon sens. Les ambitions de Jean-Pierre Bemba, candidat 2028, vous avez dit c'est trop tôt, mais aujourd'hui, peut-être avant l'heure, on est en plein dans un débat qui pourrait, selon certains, faire que Félix Tshisekedi rempile en 2028. Qui a dit ça? L'opposition dit... Mais vous avez suivi son discours Oui, mais l'opposition dit aujourd'hui que tout est manœuvre pour pouvoir changer la Constitution et pouvoir se représenter. Est-ce que vous êtes pour ou contre révision ou changement de la Constitution? C'est bien que vous posiez cette question. Je suis un des acteurs en 2003-2006 qui a participé à la réunification de ce pays, la réunification des armées, des administrations. On sortait, je veux dire, de 5 années de guerre, et il fallait, dans cette réunification, mettre en place une constitution. Il y avait 3 composantes, il y avait des entités également, la société civile également qui participaient. Mais ces 3 entités composantes, qui étaient ceux que vous connaissez, étaient ceux qui ont, je dirais, favorisé et poussé à la mise en place donc de cette constitution. Il y avait des particularités que nous avons dû accepter. Il y a des consensus qui ont été faits. Rappelez-vous, il y avait d'abord Sun City 1, et ensuite Sun City 2. Une des composantes n'a pas voulu participer. L'accord global et inclusif. Il a fallu maintenant aller à Sun City 2.
Et il y a des composantes qui sont venues, bien sûr, avec des exigences. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas de quoi les gens ont peur, en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du Présidium. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu de la Constitution, c'est la révision. Et je vais vous donner ce que je pense. Moi, je vois, à mon niveau, quatre articles qui pourraient nous aider à évoluer. Et certainement qu'il faut attendre que le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission. Je dis, de quoi a-t-on peur? Laissons cette commission être mise en place, mais je pense qu'il y a des articles sur lesquels on doit pouvoir discuter. Lesquels? La question de l'article 10, sur la nationalité congolaise, qui est exclusive. Exclusive. Une est exclusive et qui ne peut pas être détenue concomitamment là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui ont dû quitter le pays, pas par leur volonté, soit parce qu'il y avait la guerre, soit parce qu'il y avait eu des problèmes politiques, et qui ont été, parce que pour ne pas devenir apatrides, ont été contraints de prendre une autre nationalité où ils sont installés. D'abord en demandant le titre de réfugié, et qui ne permet pas que vous soyez réfugié, et puis vous allez à l'ambassade prendre un passeport là-dessus. Et qui sont devenus et la nationalité, le passeport, je veux dire, des pays dans lesquels ils sont installés, mais qui ont certainement de cœur sont toujours congolais. Oui, mais ça, il ne faut pas un changement de la Constitution. L'article 10 peut rester en l'état, il est exclusive, mais dans le code de la nationalité, on va sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, oui, dire celui qui a la nationalité congolaise d'origine ne peut pas la perdre. Ne peut pas la perdre, sauf s'il décide de la perdre. Mais si on passe à la double nationalité, il y a le danger des voisins. C'est ça la crainte depuis toujours. Mais est-ce que ce débat peut avoir à un moment donné lieu ou pas? Parce que vous pouvez mettre des restrictions aussi dans ce débat. Donc ça, c'est un exemple. Un exemple pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter? Okay. Moi, je dirais, là-dessous, sur cette question-là, arrêtons de nous voiler la face. Vous avez même dans les institutions aujourd'hui, et je ne citerai le nom de personne. Pas vous, hein? Pas vous. Non, je ne l'ai pas. Ok. Non, je posais la question. Non, mais vous pouvez y aller. Je suis tout à fait tranquille là-dessus. Oui. Ah oui? Ah bon? On a parlé de portugais. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez y aller, l'ambassade est là, vous leur demandez, ils vont vous répondre. Excusez-moi d'avoir posé la question. 4 articles. Premier article, l'article 10. Voilà, le 13. Article 13. Vous savez, il y a le 13 et le 51. On a introduit les notions qu'il ne faut pas de discrimination, que nous sommes tous égaux, la race, les minorités culturelles. Dans le 51, on parle de promouvoir, bien sûr, la coexistence des groupes ethniques et de la protection des minorités. Il y a cette affaire qui avait été introduite à l'époque de la spécificité sur les minorités qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas contre, mais je dis simplement que, en ce qui me concerne, et je l'ai dit au moment à mes délégués en tout cas, parce que je donnais les instructions sur ces questions-là, si certains pensent qu'il faut absolument protéger et qu'il y a des notions de minorité, ça ne veut pas bloquer, je veux dire, la mise en place d'une nouvelle constitution. Mais moi, je disais déjà à l'époque, pour moi, il n'y a pas de minorité ethnique. Il n'y a que plus de 450 ethnies dans ce pays. Il y a toutes les ethnies, alors sont minoritaires. Mais aujourd'hui, tous nos problèmes, c'est parce qu'il y a un pays voisin qui mais moi, je dis qu'il faut trouver le droit de protéger ces minorités. Mais ça, c'est le discours, et je ne veux pas rentrer là-dedans. On pourrait avoir d'autres débats, c'est un discours. Mais je dis, nous, RDC, aujourd'hui, peut-on confirmer qu'il y a des minorités, quelles qu'elles soient, au niveau des tribus? Est-ce que ce sont les choses qu'on peut nous convenir et en discuter là-dessus au niveau de la Constitution? Il y a la question également de l'article 198, sur le choix de désignation de l'élection des gouverneurs de province, des sénateurs. Je suis très choqué de la manière, et vous le savez, la manière dont on devient gouverneur dans certaines provinces et sénateur. Là-dessus. Est-ce que on va continuer comme ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le contraire de ce que nous voulons tous? Alors, sur cette question-là, est-ce qu'on ne peut pas nous mettre d'accord pour dire que les gouverneurs soient également élus au suffrage direct, issus d'un parti? Est-ce que vous trouvez normal que vous avez les sénateurs qui sont issus d'aucun parti politique?
lequel vous savez qu'il faut passer par des députés provinciaux, qui eux sont issus de partis politiques, et vous sortez sénateur. On ne se pose pas la question comment. Vous trouvez normal que des gouverneurs qui ne sont pas membres d'un parti politique, donc ne sont pas élus, qui devraient être élus par les siens d'abord, et pour faire le consensus avec d'autres, mais ils sont issus d'aucun parti politique. Mais les indépendants existent aussi. Oui, il y a les indépendants, des cas comme ça d'indépendants. Enfin, lorsque vous dites que vous êtes dans un parti politique, c'est pour concourir au pouvoir, à tous les échelons. Et vous vous retrouvez comme ça, dans des jeux parfois, dont vous savez lesquels, où vous êtes sénateur, vous ne participez pas, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous êtes gouverneur, pas membre d'un parti politique, et vous vous retrouvez gouverneur, vous vous retrouvez sénateur. Mais ça, je trouve qu'il faut que nous mettions d'accord pour changer. Et il n'y a pas 36 manières de changer ça. Il faut passer par une révision de la Constitution. Attendez, mais vous avez dit 4 articles à réviser. 10, 13, 51... En ce qui me concerne, je ne dis pas que j'ai la parole à vue. Moi, je dis que cette commission-là, nous verserons au niveau de la commission ce que nous pensons être nos inputs. Et il appartient maintenant, je veux dire, à ces experts qui viendront de tous bords. Oui, mais que pensez-vous de ceux qui, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, qui estiment que cette Constitution a été conçue et pensée, et d'ailleurs les cheminements même de sa production a été dévoilé, conçu par les étrangers, et que le Congo a besoin d'une nouvelle constitution qui va fonder sa légitimité et son authenticité. C'est une pensée qui se développe aujourd'hui. Et pour satisfaire les belligérants, pour tes compliqués. Voilà, donc, et j'ai encore la parole, je peux poser une question. Vous avez été à Saint City et vous êtes de ceux qui ont mis en place ce qu'on a appelé les pactes républicains, en pensant que ces pactes-là, est-ce que ces pactes-là peut-il survivre à cette révision de la Constitution? Pour ceux qui ne le savent pas, le pacte républicain voulait que, comme nous sommes des belligérants et que nous mettons fin à la guerre, alors désormais, personne ne peut faire de mandat. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais c'est un agreement gentleman. Donc vous avez été là, vous avez signé ce pacte républicain. Alors donc je pose donc ces deux questions sur l'origine de la Constitution et sur le pacte républicain. L'origine de la Constitution, vous parlez celle de 2006 ? Oui, bien sûr. Mais c'était les trois belligérants qui se sont mis d'accord. Bien sûr, la société civile a participé là-dessus aussi, pour pouvoir rédiger cette Constitution. Et ce n'est pas un secret, vous le savez, il y a eu des experts étrangers qui ont fait ça, et pas des moindres. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a eu... On parlait même qu'elle aurait été même approuvée par le Parlement belge. Je n'irai pas jusque-là, mais je sais qu'il y a des grands experts internationaux, des grands fonctionnaires de l'État internationaux qui nous ont aidés comme experts dans l'architecte de cette Constitution. Pardon ? C'était pas un dictat ? Non, c'était pas un dictat. Mais en tout cas, bon, je veux dire, on s'est mis autour d'une table. La Constitution, c'est aussi un travail de spécialistes, qu'on appelle ça le droit constitutionnel, et des constitutionnalistes. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc on a eu des amis à ce moment-là qui voulaient aider et qui pensaient aider. Mais ça a été voté par qui, en fin de compte ? Par les Congolais. Oui. Pacte républicain. Et le pacte républicain était un pacte qui disait qu'à un moment donné, aujourd'hui, il faut qu'on fasse table rase et qu'on puisse penser à l'avenir de ce pays. Et qu'on se mette tous autour d'une table pour pouvoir arriver. Et l'objectif, c'était quoi ? C'était d'abord de refaire l'État congolais qui n'existait plus là-dessus. En refaisant l'État congolais, il fallait qu'on puisse se choisir et aller vers ce qu'on appelait les élections, qui devaient intervenir dans les 2 ans normalement, mais on avait prévu dans les accords qu'on pouvait prolonger, je veux dire, là-dessus, et qui a fait 3 ans. Mais parmi les articles qui pourraient vous intéresser, il y a celui qui concerne les 2 tours. Ça ne vous intéresse pas? Mais ce sont des choses également qu'on peut reparler, puisqu'il y avait le 2 tours en 2006. Ensuite, l'ancien président a révisé et passé, je crois, en 2011. En 2011, là-dessus. Mais je veux dire que c'est tout un débat qu'on peut avoir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il est passé à un tour? On dit que c'est pour les raisons financières. Est-ce que ces raisons financières existent toujours? C'est possible. C'est tout ça qu'il faut voir. Vous avez bénéficié du second tour. Oui, bien sûr. Ça a été et nous avons gagné, d'ailleurs. Enfin, vous le savez. Enfin, en tout cas, la CENI a dit que... Oui, mais attendez, soyons sérieux. La CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé le président Kabila comme vainqueur. Vous savez, juste après, quand j'ai quitté le pays en 2016, j'ai rencontré certaines personnes au niveau de l'Europe qui m'ont donné les vrais résultats et qui m'ont dit ce qui s'est passé.
Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. J'écrirai à un moment donné. La constitution de 2006, c'est la constitution des belligérants qui a fait la part belle au chef de guerre, disent certains. Exemple, à l'époque, c'était pour soit pacte républicain, soit pour empêcher que certains, ou pour faire que certains signent sans crainte de poursuites futures. Cette constitution qui crée des personnes qui sont au-dessus des lois, des chefs d'institution, qui ne peuvent pas, après avoir travaillé, être poursuivis en justice. On ne va pas citer des cas, il y en a un emblématique, hein, on a souvent parlé des cas emblématiques. Vous n'avez pas peur que cela aussi ne vous profita plus ? Écoutez, je suis étonné que vous doutiez à mon niveau que je pourrais craindre la moindre chose. Non, je parle de ces avantages de l'ancienne constitution, de l'actuelle constitution, pardon. Mais je crois justement, alors, c'est que la question que vous posez mérite une réflexion. Mais elle va se faire où ? Si je vous comprends bien, à travers cette commission. Je vous comprends, mais pour vous, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Il n'y a pas une option qui est élevée. Ce n'est ni la révision, ni les changements, mais la réflexion. Mais le président a été clair. Il met en place une commission qui va être composée de personnes de tous bords. Et ces personnes vont réfléchir. Mais je crois que chaque parti, la société civile, va pouvoir mettre en place ces réflexions et les verser de la commission. J'imagine pas que la commission va prendre... va avoir 1000, 2000 personnes quand même là-dessus. On ne pourrait pas faire une commission sérieuse. Vous n'avez pas peur que l'opposition autour de ce projet fasse imploser ce pays? Non, mais... Le nombre de gens qui sont contre ce projet que le président a initié. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus, généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle. Je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé. Votre ancien directeur de cabinet. Et qui est brillant. Mais pourquoi soudain? Je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je dis, bon, ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin, vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres
caritative pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bemba. Merci Sandra Nyangui. Merci RTNC. Merci Willy Kalenga et de Géopolis. Merci à vous, Monsieur le Président du MLC, vice-président de la République. J'ai une toute dernière question. Oui. On parle de la révision de constitution, de changement de constitution. Et si, au bout, la crainte des autres s'avérait vraie et que, chemin faisant, la conclusion serait que Félix Tshisekedi pourrait effectuer un 3e mandat, vous diriez oui ou vous diriez non? Mais vous savez, avant que je vous dise ce que je vous ai dit ici, moi je parle avec le président. Et nous parlons de toutes ces questions. Le président a été très clair à Isiro, a été très clair à Lubumbashi, là-dessus. Et le fond de sa pensée, ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qu'il pense. C'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir, tel que certains voudraient manipuler la population là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Donc, faisons confiance. Cette commission, il y aura tout le monde. L'opposition va jouer son rôle. Le pouvoir va jouer son rôle. Mais, je vous dis, il est interdit d'interdire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire, il est interdit d'interdire. On ne va pas interdire cette commission de fonctionner. On va aller de l'avant. Et je vous dis, je n'ai pas le monopole du savoir. Moi, je vous ai simplement dit, voilà ce que je pense que oui, on pourrait discuter dans cette révision constitutionnelle. Certainement que d'autres constitutionnalistes, d'autres partis politiques viendront. Mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et on peut réfléchir, nous les Congolais, sans pouvoir nous tirailler? La France a changé sa constitution, je crois que c'était en 200008. Des amendements révisés. La 5e République, c'est 58. Révisés là-dessus. Je ne parle pas de la Belgique, le Caire, d'autres pays d'Afrique ici, également ont révisé leur constitution. Dont beaucoup en Afrique ont permis au président de... Ça, c'était autre chose. Je dis simplement, c'est qu'on peut se mettre autour d'une table. Et je vous dis, le président est quelqu'un de raisonnable. Il n'est pas insensé. Mais si, c'était là ma question, un 3e mandat s'ouvrait à lui, vous le suivriez? Mais je me demande, et je vous demande, moi j'ai entendu ce que le président a dit, encore à Isiro. Il dit, je ne suis pas dans la perspective de ceux qui sont en train de vouloir enflammer le pays. Je n'ai pas demandé un 3e mandat. Il a dit. Il a dit, pas simplement en privé, il a dit en public. Il a dit, mettons en place une commission qui va discuter de ces questions-là. De quoi a-t-on peur? Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition spéciale d'1h40. C'est assez exceptionnel. Merci à vous d'avoir, en cette soirée de mercredi 5 décembre, consacré autant de temps à Top Congo et à... Bon, on va pas prendre rendez-vous dans 3 semaines sur l'état des routes, mais on espère vous voir plus souvent devant la presse et aussi devant les députés. On vous a jamais vu, hein, on ne peut pas interpeller le président. Mais vous savez que je reçois des questions écrites. Hein.
Encore, j'ai répondu, c'était aujourd'hui matin, une longue question écrite. Question au Parlement, en direct, devant les députés, vous irez, vous répondrez. Mais je dis que je préfère privilégier les questions écrites. Si je suis pas, si c'est pas lisible. Vous imposez votre règle? Non, je n'impose pas, mais je dis là-dessus que s'il y a des questions écrites, je réponds aux questions écrites. Et s'il y a des questions orales, Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse arriver à avoir un certain respect également et pas traiter certains comme ils sont traités. Je sais de quoi je parle. Merci Donc, à vous. Laissez les choses se faire calmement, d'une manière paisible. Merci à pas vous. Parce qu'il ne faut pas que ça devienne un pugilat aussi. Mmh. N'est-ce pas? Merci.